pour cette table ronde sur la blockchain dans le secteur. Je vais m'asseoir. On est sur une table ronde absolument interactive, donc c'est la moindre question au fur et à mesure des propos qui vont être passionnants, vous allez voir. Vous pouvez intervenir, lever la main et on vous laissera la parole. On a 3 quarts devant nous, on a 45 minutes, sachant que quand on s'est vu pour préparer la table ronde, on a mis 4 heures au lieu d'1 heure. Donc on va essayer d'être dans le temps imparti. Mais voilà, vraiment, participez et posez vos questions si vous le souhaitez. Je commence par vous laisser vous présenter. Il fonctionne, cela ? Peut-être appuyer dessus, ouais. Oui, il faut appuyer dessus, je pense. Allez, Sonia, je te laisse te présenter pour commencer. Allez, je commence. Donc, moi, je suis Sonia Ben-Mokhtar, je suis directrice de recherche CNRS, donc chercheuse CNRS dans un laboratoire de recherche qui se trouve sur le campus de la Doua à Lyon. Je dirige une équipe de recherche sur les domaines des systèmes distribués au sens large. Je suis également directrice adjointe, directrice d'un LabCom, un laboratoire commun avec l'entreprise iExec Blockchain Tech qui s'appelle Redchain Lab, dans lequel on va traiter des problématiques qui vient tout juste d'être relancée. iExec, juste petite parenthèse, est l'une des entreprises qui a fait l'une des premières ICO françaises. Donc voilà, j'ai peut-être passé la main à... Donc juste peut-être un dernier mot, c'est que on va dire ma spécialité n'est pas du tout la finance, je suis plutôt spécialisée sur les aspects blockchain purs, donc les aspects informatiques de la blockchain, les aspects algorithmiques, sécurité de la blockchain, des choses comme ça. Voilà, juste pour clarifier. Merci Sonia. Céline. Bonjour à tous, donc Céline Moy, moi je suis avocate au barreau de Lyon, je suis en charge pour Deloitte en fait du développement des synergies blockchain, en ce compris avec les missions de conseil, voilà, et je suis tombée dans la blockchain il y a quelques années maintenant, puisque avant d'être avocate, je suis docteur toujours en droit international privé, voilà, en charge des questions de régulation internationale, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, Roméo et Mathieu, qui sont du coup dirigeants fondateurs de Mon Livre Essai et qui sont effectivement accompagnés par le Hub 612 depuis septembre seulement. Donc, c'est leur première prise de parole publique au nom de leur entreprise. Donc, c'est chouette de les avoir avec nous pour cette table ronde. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Roméo Ponce-à-la-Bouche, donc le cofondateur de Mon Livre Essai. Une société en fait qui a pour objectif de proposer des services d'épargne et d'investissement en cryptoactifs, et notamment à travers la fameuse finance décentralisée dont on parlera plus tard. Et moi, du coup, tout pareil, sauf que je m'appelle Mathieu. C'est pas préparé, ça, en plus. C'est bien. Pour commencer, on va juste reposer les bases, et peut-être avec toi, Sonia, pour le coup, de blockchain, de notions de décentralisation, et ce que cela implique en termes de technologie. Je vais peut-être dire une petite brève introduction. Donc, vraiment sur les aspects informatiques de la blockchain. Donc, la blockchain, c'est vraiment un système décentralisé. Donc, ça a eu beaucoup de succès parce que justement, il y a eu un espèce de problème de confiance dans tout ce qui était système centralisé. Donc, avec la blockchain, l'avantage, c'est que finalement, tout le monde participe c'est une manière un peu démocratique dans laquelle tout le monde participe au système, ce qui augmente finalement la confiance des gens dans ce qui se passe concrètement. Il y a bien entendu plein de systèmes blockchain différents sur lesquels s'appuient les applications décentralisées. Le premier étant Bitcoin, mais comme l'a dit Sylvain ce matin, la blockchain ne se résume pas du tout à Bitcoin. Il y a eu plein de systèmes blockchain, on va dire, qui ont émergé depuis, qu'ils soient complètement ouverts, comme Ethereum par exemple, ou Algorand plus récemment, ou des systèmes plus fermés, donc dans lesquels un sous-ensemble de participants se faisant confiance, on va dire, contribuent, comme par exemple, le plus connu, c'est sans doute Hyperledger Fabric, qui est proposé par IBM Zurich. Donc voilà, il y a plein on va dire, de technologies blockchain qui se développent dans le monde académique, mais aussi dans le monde industriel, sur lesquelles vont se construire et se construisent les applications décentralisées de demain, dont la finance décentralisée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour justement tout de suite rentrer dans le sujet qui est lié au forum FinTech, que peut réellement apporter justement la blockchain au monde de la finance? Allez-y, Garçon. Alors effectivement, c'est une question à laquelle on peut peut-être répondre. Le premier avantage pour moi, c'est vraiment l'inclusion financière.
Donc effectivement, on a parlé de Bitcoin, d'Ethereum, qui sont les crypto-monnaies les plus connues et qui concentrent la plupart du temps les débats. Mais aujourd'hui, il y a un écosystème qui s'appelle donc la finance décentralisée et qui permet en quelques clics l'accès à des services financiers traditionnels comme l'épargne, comme l'assurance, comme les prêts, et de manière complètement décentralisée en peer-to-peer. Donc c'est une révolution qui est assez gigantesque quand on pense que 4 personnes sur 10 à travers la planète n'ont pas accès aux services financiers traditionnels. Et donc voilà, pour un pays notamment comme les pays qui utilisent le plus les crypto-monnaies aujourd'hui sont par exemple, on a le Nigeria, les Philippines, la Thaïlande, et c'est des pays dans lesquels les gens n'ont pas accès en fait aux services financiers de base. Et donc la DeFi permet de régler en partie cette problématique. Donc l'inclusion financière, pour toi, c'est un des premiers leviers, un des premiers avantages de la blockchain dans le secteur de la finance. Tu veux compléter, Mathieu ? Oui, bien sûr. Il y a un autre truc qui est très intéressant avec tout ce qui est décentralisation et notamment celle de la finance, c'est que ça permet une résistance à la censure qui est importante. Donc même dans un pays où on a décidé de combattre les crypto-monnaies et où on contrôle Internet, et donc je pense à la Chine, on voit il y a encore une très grande part des utilisateurs de crypto qui sont issus du pays, de Chine continentale. Donc ça montre en fait qu'il y a une certaine résistance et en fait c'est un peu le dragon qu'on coupe la tête et il y a une deuxième tête qui pousse, et c'est un peu ça la force de la décentralisation, c'est qu'on progresse au fur et à mesure comme ça. Ouais, juste pour intervenir, il y a aussi l'effet inverse, l'exemple du Salvador et l'exemple inverse de ce que tu viens de raconter, où à l'inverse c'est le politicien, en la personne du président, qui a imposé le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc voilà, on peut tout faire en fait avec la finance décentralisée, en ce compris installer à la place d'une monnaie nationale une autre monnaie. Encore faut-il qu'on la qualifie juridiquement de monnaie, mais ce qui est le cas du Salvador. Donc on l'a dit érudit, la finance, la DeFi comme on dit, DeFi, même, je crois, DeFi, comprend pas uniquement les crypto-monnaies, mais d'autres instruments, d'autres services financiers. Quels sont-ils et quelles sont les différences par rapport à des outils bancaires traditionnels ? Là, c'est assez large. Je vous laisse. Peut-être rapidement sur la régulation sur le sujet, puisque effectivement, comme on vient de vous l'expliquer, c'est un sujet qui est nouveau. Donc en termes de régulation, le droit va un petit peu moins vite que l'évolution technologique, quoique. Donc sur ces sujets-là, il faut regarder à ce jour pays par pays. On a évoqué rapidement MiCA, mais qui est à ce stade qui est un projet de règlement. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas que en tant que telle la crypto au sens stricto sensu et la qualification de monnaie et tous les dérivés. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les prestataires de services sur actifs numériques. On aura peut-être l'occasion de revenir en détail sur cette qualification, mais l'autorité des marchés financiers et la CPR travaillent main dans la main sur ces thématiques pour justement développer un cadre légal, mais aussi financier. On a eu la Banque de France tout à l'heure, mais tous les régulateurs travaillent sur ce sujet. Et aujourd'hui, on peut aussi être considéré comme PSAN sans forcément rentrer dans des questions d'exchange, etc. Mais là, c'est peut-être vous qui avez la main sur ces questions. Oui, vous pouvez parler des PSAN et revenir en détail sur ce que c'est, oui. Alors donc nous, avec notre société Mon Livret C, on est en cours d'agrément, on a déposé notre dossier auprès de l'AMF et de la CPR pour obtenir le statut PSAN, parce qu'on est concerné dans le fait qu'on propose de la conversion euro-crypto et notamment de la conservation de clés privées. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la partie clé privée ? C'est un peu votre mot de passe qui vous donne le droit d'interagir avec vos fonds sur la blockchain, pour faire un peu simple. Voilà. Donc nous, c'est dans ce cadre-là, je ne sais pas si tu veux compléter. Voilà. Et on a une deuxième activité qui est la gestion de portefeuille. Donc là, on fait du conseil en investissement. Et ça, c'est aussi soumis à un agrément PSAN optionnel et qu'on compte aussi demander plus tard dans un deuxième temps. Voilà. Et en France, justement, les agréments PSAN, comment ça se passe pour les obtenir ? C'est compliqué, c'est long, auprès de qui on se tourne ? Alors, on ne parle pas d'agrément. Il y a deux types. Pour entrer dans le détail, la loi Pacte a mis en place 2 systèmes. On pourrait y revenir sur le visa optionnel de l'ICO, mais qui, à mon sens, n'est pas si optionnel que ça. L'exemple d'IExec, qui a réalisé 2 ICO, une non régulée, puisque c'était avant la mise en œuvre de la loi Pacte, et une seconde régulée cette fois-ci, puisqu'elle n'a d'optionnel que le mot si on veut, en fait, toucher un public français. Donc voilà, quand on est une société française implantée en France, qu'on veut lever de l'argent en français, généralement, on n'a pas d'autre choix que d'obtenir le visa de l'AMF. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Concernant les PSAN, il y a 2 possibilités différentes. Il y a eu un premier volet qui s'appelle l'enregistrement. D'accord ? Il y a 10 PSAN, 10 catégories de PSAN qui ont vu le jour au sein du Code monétaire et financier. Sur ces 10, il y a 4 activités qui ont
qui ont besoin d'un enregistrement préalable, c'est très important de le souligner. On a eu un passage où on pouvait être entre guillemets PSAN en train d'exercer le temps de mettre en place la loi Pacte. Aujourd'hui, on ne peut pas démarrer une activité de PSAN si on n'a pas obtenu un enregistrement. C'est le premier volet avec des règles à définir, mais vu que vous êtes en train d'obtenir l'enregistrement, vous pourrez en dire deux mots. Et une deuxième option, cette fois-ci, qui est l'agrément. Voilà, à ce jour, je ne crois pas, j'ai pas regardé dernièrement, mais j'ai pas vu d'agrément. En fait, tout le monde se maintient au simple enregistrement, enfin simple. C'est pas si simple que ça d'obtenir un enregistrement, mais encore une fois, je reviens sur ce sujet. Il n'y a pas que des opérateurs parisiens, pardon. C'est important de le souligner. On a eu à Lyon, un joli PSAN que je connais bien, et puis on en a aussi en région. Et ça, c'est important de le rappeler. Il ne suffit pas finalement d'avoir véritablement cette envie d'être PSAN, c'est un vrai projet, c'est très long. Il y a des gens qui abandonnent aussi en cours de route, on pourra y revenir, puisqu'il y a la mise en place du KYC et des normes AML-FT est très compliquée. Et voilà, et il y a des beaux projets en région qui se développent, que ce soit à Lyon ou ailleurs. On peut parler, je crois qu'il y en a eu un à Biarritz qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Il y a eu des Dijon, etc. Donc voilà, c'est assez large. Donc là, c'est quand même... Vous voyez, ouais. Quel est le niveau de confiance qu'on peut donner sur de la finance décentralisée, mais avec une... Par contre, c'est vous qui allez garder les clés du wallet. Alors oui, c'est une question qui est hyper légitime parce que c'est vrai que nous, on est centralisé. Donc même si on simplifie l'accès à la finance décentralisée, on reste une entité centralisée puisque c'est Roméo et moi qui sommes là. Donc en effet, c'est une bonne question. Après, nous, on travaille avec une société qui s'appelle Fireblocks pour toute la partie de détention des clés privées. Et en fait, eux, ils vont passer par des serveurs décentralisés, même si eux aussi, ça reste une entité centralisée. Nous, en fait, on est juste là pour simplifier le process, pour pouvoir supprimer le plus d'intermédiaires possible et pour pouvoir en fait garantir des rendements intéressants à nos clients, mais on ne peut pas s'affranchir d'une certaine centralisation quand même. Moi, qui ai mon wallet non custodial à moi, oui. je vais venir moi avec mon adresse, vous la fournir pour que vous fassiez le placement pour moi. Alors, si on peut le faire, mais pour la partie gestion de portefeuille, le produit qu'on essaie de développer, qui est de l'épargne grand public, vous n'allez pas tout à fait tomber dans notre cible, parce que nous, on travaille plus avec des gens qui sont des purs néophytes et qui veulent pas s'embêter avec toute la partie compréhension. Alors vous, visiblement, vous connaissez déjà un petit peu la blockchain. J'ai répondu à votre question, c'est bon ? Oui, cool, super, merci. Il y a d'autres questions que vous voulez qu'on aborde, tant qu'on était sur ces sujets-là, par rapport à mon livre essai ou non ? Justement, pour faire un rebond sur ce que tu disais, Mathieu, c'est quand même des sujets qui sont très pointus. Soit on s'y connaît un petit peu, soit on s'y connaît moins. Qu'est-ce qui manque ? Quelles sont les principales barrières pour que la DeFi soit adoptée par le grand public aujourd'hui en France ? Sonia, si tu peux commencer. Je suis aussi néophyte que toi sur ces questions-là. Je pense que, en tout cas, moi en tant que, on va dire experte techno, je veux dire, ou en tant que scientifique, moi pour accepter ou pour me lancer dans l'utilisation de ce type de technologie, j'aurais tendance à vouloir lire tous les white papers, voir s'il n'y a pas des failles, des machins, des choses. Mais c'est pas nécessairement ce que va faire la personne lambda. Il n'y a pas de portefeuille crypto. Non. Et donc, oui, c'est fou, mais je devrais peut-être m'y mettre en fait. Tu peux en créer un sans forcément mettre. D'accord, oui. Mais pourquoi faire du coup ? Pour le plaisir ? Oui, voilà. Et donc voilà, donc moi j'aurais tendance à faire ça, mais c'est pas nécessairement ce que va faire la personne lambda, mais il doit y avoir nécessairement, j'ai envie de dire, beaucoup de communication sur les aspects, quelles sont les garanties qui sont offertes pour, on va dire, sécuriser que ce soit les données personnelles, mais aussi les clés privées, etc., pour les individus. Et aussi, sans doute, je prêche pour ma paroisse, mais des validations, on va dire, par le monde académique, peuvent également permettre de rassurer, finalement, sans doute, les gens, s'il y a des gens qui sont penchés sur
sur les infrastructures qui sont développées, les protocoles, etc., qui les ont prouvés, etc., ça peut aussi rassurer finalement les néophytes, quoi. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut pratiquer la gestion de crypto pour s'y connaître, ou est-ce qu'il faut s'y connaître pour pratiquer? À mon sens, si vous reprenez les propos du début et que vous écoutez la différence de discours entre ces 10 minutes, on vient nous expliquer que la blockchain, c'était pour recréer la confiance. Et là, ce qu'on entend, c'est que vis-à-vis des utilisateurs, en fait, ce qu'il manque, c'est la confiance. Donc, on est vraiment sur un serpent qui se mord la queue, puisque au début, Sonia nous explique la blockchain, de manière technologique, c'est la confiance. Et là, en tant qu'utilisateur, elle dit « j'ai besoin d'avoir confiance ». Donc, je pense que... non, mais c'est une réalité, et c'est ce qu'on entend à chaque fois, et si vous prenez le temps à chaque fois d'écouter les conférences blockchain, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, soit on se place du côté du porteur de projet, qui lui est sûr et certain en fait de son protocole, de sa techno et de son business model. Et puis vous avez le côté investisseur et ou utilisateur, puisqu'on peut aussi envisager la blockchain. Alors là, on est sur de la finance, mais on vous rappelle qu'il y a aussi toutes les opportunités de traçabilité qui n'ont rien à voir avec la DeFi. Et là, du côté de l'utilisateur, ce qu'on cherche, c'est à être rassuré pour savoir si la techno, elle est fiable. Et sans prêcher pour ma paroisse, mais je pense que la confiance ne peut venir que de la part du régulateur et des textes. C'est la seule chose qui, à mon sens, aujourd'hui, va permettre aux gens d'avoir confiance. Alors, on parle que effectivement la blockchain serait le lieu de la grande démocratie, etc., etc. Aujourd'hui, on a des institutions. La blockchain voulait tuer les institutions, puisque ça vient de là, faut être très clair, mais on voit quand même que nos institutions, que ce soit sur la scène française, où ils sont assez vraiment proactifs, ou sur la scène européenne, voire internationale, au final, la confiance, elle vient aussi de la part des régulateurs, et plus on aura des gens qui sont considérés comme fiables, et les PSAN en sont un bon exemple aujourd'hui sur l'écosystème, eh bien les PSAN, on leur fait confiance, les régulateurs leur font confiance, donc les utilisateurs leur font confiance. Ils sont encore très peu nombreux. Ils sont très peu nombreux, mais je pense qu'ils sont très peu nombreux parce pour moi, il y a une problématique qui est économique. Elle n'est pas juridique ou technique, elle est économique. Quand on veut obtenir un enregistrement PSAN, il faut qu'on passe certaines barrières, et notamment la mise en place de process avec une cartographie des risques et une politique, en fait, lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme qui est très lourde, qui est parfois, j'ai envie de dire, plus lourde que pour certains systèmes bancaires classiques. Le contrôle dès le premier euro, ce n'est pas un système qu'on connaissait dans un système monétaire classique. On l'a imposé aux PSAN. Les PSAN ont su s'adapter, mais c'est une barrière économique. Pourquoi ? Parce qu'on demande aux potentiels porteurs de projets de mettre en place des politiques de conformité et de compliance très lourdes, et leur business model ne prévoit pas d'employer 15 personnes pour faire de la compliance. Et donc, ce que tu disais, oui, quand on préparait, que beaucoup de boîtes avaient complètement omis cette partie-là. Moi, pour suivre beaucoup de porteurs de projets, pour avoir déjà obtenu des enregistrements PSAN, la barrière, elle n'est pas juridique, puisque au final... J'ai envie de vous dire, une fois qu'on a mis en place une cartographie des risques, une fois qu'on a compris le système, une fois qu'on a mis en place une politique RGPD, qu'on a accompagné aussi. Juridiquement, une fois qu'on a fait le boulot, on le présente à l'autorité des marchés financiers avec une validation aussi de la CPR. Mais la limite, elle est que finalement, moi, dans les politiques que je mets en place, je vais dire, il va vous falloir 3, 4, 5 personnes en fonction du nombre de transactions que vous voulez vérifier, en fonction du nombre de clés que vous voulez conserver, il va falloir mettre en place. Et c'est soit des fournisseurs techno purs, donc à chaque fois, il y a des fees qui sont attribués par opération, par création, par vérification, si on prend les ID check, les choses comme ça, ou alors il y a de l'humain. Et donc la barrière, pour moi, elle est plutôt économique. C'est pas le business model qui va pas, c'est pas l'opportunité de développement qui ne va pas, c'est pas les contraintes juridiques, entre guillemets, elle est vraiment économique, puisqu'on va dire aux gens, écoutez, vous souhaitez générer, je sais pas, 300 000 euros de chiffre d'affaires, mais à la fin, vous allez être en négatif parce que votre ligne salariale compliance, eh bien, elle vient manger toute la marge. Et je pense que la limite, elle est là. Et tant qu'on n'aura pas, en fait, de plus en plus d'acteurs régulés, la confiance n'aura pas lieu. On est dans un micro-écosystème, on se connaît quasiment tous, en tout cas sur la scène lyonnaise, voire française. On parle entre gens aguerris, mais si vous allez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un s'il peut payer en bitcoin, j'ai envie de vous dire, à Lyon, il n'y a qu'un endroit où on peut payer en bitcoin aujourd'hui, c'est un petit café qui s'est lancé dans l'aventure. Et tant que ça ne sera pas démocratisé, on aura cette barrière. C'est tonton ? Voilà. Voilà, c'est une petite famille. Donc c'est un tout petit écosystème. Juste pour les garçons, pour ma question, est-ce qu'il faut s'y connaître pour pratiquer ou pratiquer pour s'y connaître ? Qu'est-ce que vous diriez, vous qui prenez justement la délégation nous qui devrions, entre particuliers, déléguer de la gestion à des experts comme vous ?
Je soutiens complètement ce que disait Céline sur le fait que la régulation, à mon sens, n'est pas un frein, mais plutôt un vecteur de démocratisation pour l'écosystème. Et puisqu'on parlait des barrières, pour moi, la principale barrière, à mon sens, elle est informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, la finance décentralisée, ça représente environ 200 milliards de valeur totale déposée dans les protocoles, sur une capitalisation de marché à 2500 milliards de dollars à peu près actuellement sur les crypto-monnaies, ça reste très très faible. Donc en fait, même dans l'écosystème des crypto-monnaies, les gens n'ont pas forcément connaissance de cet écosystème qui est celui de la DeFi, et donc ne l'utilisent pas. Donc pourquoi en fait il n'y a pas cette connaissance? Tout simplement parce que ça reste très compliqué. Aujourd'hui, pour utiliser la finance décentralisée, vous devez vous créer un portefeuille déjà centralisé sur un exchange quelconque, puis vous créez un portefeuille décentralisé, puis choisir une blockchain, puis faire les transactions entre ces portefeuilles, puis choisir un protocole. Et c'est là où effectivement il y a besoin de régulation, parce qu'il y a des protocoles qui sont très sérieux, qui sont audités. Il y en a d'autres qui ont été créés il y a 5 minutes par des inconnus. Donc effectivement, la régulation, dans ce sens, elle est fondamentale. Et donc pour moi, c'est la principale barrière qui est celle de pédagogie, d'information. De l'information et donc de la simplification de tout ce processus-là, quoi. Tu veux dire un mot, Mathieu, pour compléter? Oui, c'est ça, pour répondre directement à ta question. C'est vrai que pour le grand public, moi j'aurais tendance à dire faut s'informer, comme fait Sonia, il faut s'informer, il faut comprendre avant de commencer à mettre son épargne dessus. Après, l'avantage de la crypto, c'est que c'est un univers où on peut gagner de l'argent quand on met beaucoup d'argent, c'est vrai, mais on peut quand même jouer un petit peu avec des petits montants. Et donc moi je sais qu'à titre perso c'est un peu plus ce que j'ai fait. J'ai acheté mes premiers bitcoins ou fragments de bitcoin en 2016, et en fait au fur et à mesure j'ai mis un peu plus d'argent. J'avais 19 ans, un truc comme ça. Et comment? Elle vient de dire il était majeur, sinon elle serait arrivée à l'avocate comme ça. Mais ça va. Et oui. Je tiens quand même à dire qu'il a hésité avant de dire son âge. J'ai réfléchi. Les problèmes potentiels. Non, c'était sur Bitpanda en plus, donc pas si mal, acteur français. Et donc du coup, moi ça a été plus ça, c'est plus je suis rentré au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre, et puis après ça m'a permis de suivre les innovations, vu que c'est un secteur qui, tous les 2-3 mois on a une nouvelle innovation. C'est pour ça que c'est impossible de comprendre et de naviguer là-dedans alors qu'on ne travaille pas là-dedans, on va dire de façon quotidienne. C'est pour ça que je trouve que quelqu'un qui bosse 35, 40 heures, 50 heures par semaine, je trouve que c'est très complexe tant qu'il n'y aura pas des acteurs qui viendront simplifier tout ça. Comme mon livret C. Par exemple. Mais ça n'a rien à voir. Après, juste pour compléter aussi, c'est que c'est une question qui est nouvelle, et je pense que l'écosystème est pressé. Là où en fait il faut aussi prendre le temps de la réflexion. On le voit en termes d'avancement. Si vous regardez ce qui se passe, alors on a parlé de régulation au sens PSAN, mais si vous regardez aussi ce qui se passe en matière fiscale, les sujets avancent étape par étape. Je veux dire, la loi de finances de 2022 par exemple, il y a des amendements qui ont été déposés cette semaine par un député qui a travaillé il y a quelques années sur le sujet, Pierre Persson. Donc il a travaillé, il a rendu un rapport sur les cryptoactifs. Jean-Michel Mis, qui vient de Saint-Étienne, avait travaillé sur le rapport blockchain, et donc tout ça se crée au fil de l'eau, et on voit aujourd'hui des projets d'amendement. Pourquoi? Parce que c'est pareil, en termes de fiscalité, on a eu quelques rescrits, on a eu quelques évolutions, mais voilà, les gens ont aussi un problème, il faut quand même être très honnête, des gens qui ont de la crypto, si vous voulez qu'on parle pratico-pratique, des gens qui ont de la crypto, qui à un moment se posent la question de la conversion, parce qu'ils se disent, j'ai gagné beaucoup d'argent, et c'est une réalité. Des gens qui ont investi il y a 5-6 ans sur le Bitcoin, aujourd'hui, ils ont de l'argent, et ils ont du mal à le réinvestir dans l'économie réelle, tout simplement parce qu'au moment de la conversion, ils ne savent pas quoi en faire. Déjà, il n'y a pas... on va être très honnête, les banques ne jouent pas vraiment le jeu. Alors oui, dans la loi, on nous explique qu'il y a un droit au compte. La Banque de France est là, donc ils sont porteurs de ce droit au compte, mais en pratique, c'est très compliqué. Même des banques. Alors, quand on est PSAN, je vous dis la vérité, quand on est PSAN, on a quelques banques qui viennent tout de suite récupérer les PSAN nouvellement enregistrés, mais en pratique, dans la création vraiment du compte bancaire qui va réceptionner la contre-valeur en euros ou en US dollars de cette conversion crypto-euro, ça ne se fait pas. S'il y a des acteurs bancaires qui vont intervenir, non, mais ça ne se fait pas. Il y a des hubs dans toutes les banques. On a évoqué la Caisse d'épargne. Vous êtes un représentant de la Caisse, entre guillemets, le hub travaille avec la Caisse d'épargne. Il y a la BNP qui travaille sur ces sujets, mais en pratique, c'est très compliqué d'avoir un droit au compte. Vous allez dans n'importe quel guichet à Lyon, avant qu'on vous ouvre un compte, quand vous dites que vous êtes un acteur crypto, vous pouvez repartir tout de suite. Donc c'est très compliqué. Et les gens qui pourraient, entre guillemets, diversifier cela,
On prend l'exemple, tu as acheté du Bitcoin il y a quelques années, tu pourrais très bien t'acheter une voiture ou voilà, alors on va pas revenir sur Tesla, mais et tu ne peux pas le faire. Un avion, voilà, un avion. Tu l'as acheté il y a longtemps, donc peut-être un avion. Tu peux acheter un avion? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une réalité, et rien que des gens qui veulent respecter le droit et la loi se posent un problème. Je convertis, je fais quoi? À quel taux je vais être soumis? Est-ce que je dois le déclarer? Oui, non. Et il y a une méconnaissance totale. Enfin, allez trouver la case dans votre déclaration de revenus qui vous permet de déclarer les plus-values de vos crypto-actifs convertis. Non, mais c'est une réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que la démocratisation, elle passe aussi par un accompagnement basique. Ok, alors il y a des questions. Tiffany? Donc est-ce que ça fait pas partie... Ah, désolée. Est-ce que ça fait pas aussi partie des freins, cette fameuse fiscalité qui est pas incitative? Vous parlez des cryptos que vous possédez à titre personnel ou à titre professionnel? Non, à titre perso? Oui, effectivement. Aujourd'hui, non, parce qu'il y a deux positionnements pro et perso. La fiscalité des particuliers est très complexe, et pas si complexe que ça sur le sujet. C'est simplement qu'aujourd'hui n'est prévu, alors au terme des derniers rescrits, et je crois pas que la loi, les amendements perso, je crois pas qu'ils reviennent pas là-dessus. Vous ne devez être tenu de déclarer en fait les cryptos que vous possédez qu'à partir du moment où vous convertissez en euros, et vous allez être imposé selon une flat tax concernant la plus-value réalisée. Voilà. Donc, et c'est ça, et c'est une case particulière, c'est une annexe, bref, de votre déclaration. Donc c'est un système déclaratif, mais ça, j'ai envie de vous dire que le système déclaratif, il existe. C'est notre conception en fait du modèle fiscal, en tout cas pour les particuliers, c'est sur un modèle déclaratif. Alors on a perdu un peu ce modèle déclaratif depuis l'impôt, le revenu à la source, c'est une certitude. Moi qui suis libérale, par exemple, je suis sur un système déclaratif encore. Donc voilà. Après, il y a une autre réalité qui est peut-être une réalité aussi en matière de société. Il y a une question qui se pose sur les investissements faits par les entreprises, peut-être sur des portefeuilles de crypto-actifs. Mais là, c'est aussi un autre sujet, et il y a cette problématique aussi de TVA qui se pose. Après, en termes de fiscalité de droit des sociétés, il y a également d'autres sujets. Les amendements perso vont on ne sait pas s'ils vont tous être adoptés, mais en tout cas, tentent de résoudre une partie de ces problématiques-là. Mais c'est pareil, la construction juridique, elle est lente. Si on parle honnêtement du droit au compte, il y a quelques années, c'était un sujet majeur. La loi Pacte a permis en fait, de passer cette barrière-là. Après, il y a un aspect pratique, mais ça prend du temps. Mais je comprends que les particuliers se posent des questions et n'aient pas forcément envie. Mais après, si on est obligé d'aller dans le même café pour consommer tous ces cryptos, voilà, c'est malin. Après, c'est malin de la part du restaurateur, mais ça va pas suffire. Tu bois beaucoup de café d'ailleurs. Ça s'appelle le comptoir Brunet, si jamais vous en avez. Vas-y, Roméo. Et oui, pour abonder dans ce sens, je disais que la dernière étude qui est sortie et qui analyse un peu le comportement des consommateurs et ceux qui possèdent des cryptos en France montre que 80% d'entre eux n'ont pas inscrit les cryptos dans leur déclaration fiscale en 2021. Donc je ne pense pas que l'intégralité de ces personnes-là sont des truands. Je pense qu'il y a juste en fait une difficulté qui est réelle. C'est un parcours un peu du combattant aujourd'hui pour déclarer ses revenus, même quand on est plein de bonne volonté. Et donc, vous accompagnez justement l'accompagnement qui est proposé par votre entreprise, elle va jusque-là? Il y a une société qui fait ça très bien et qui s'appelle Waltio. Et nous, on passe par l'intermédiaire de cette société pour nos clients, effectivement. Sur l'accompagnement fiscal jusqu'au bout. C'est ça. Le monsieur qui s'y connaît beaucoup en blockchain. Pour rebondir sur la partie déclaration, alors je l'ai fait moi cette année du coup avec Maître Moyle et le cabinet. Mais du coup, voilà. Donc, effectivement, c'est pas très simple, il faut être accompagné. Et je rebondissais, moi, sur la partie défi. Pourquoi est-ce que les gens n'y vont pas non plus particulièrement? Je pense qu'aussi, il y en a, ils doivent avoir peur des gains, malgré tout, qu'on peut faire dessus. Les rendements, ça peut faire peur, les montants qui peuvent être annoncés. Oui, sur la notion de confiance, du coup. C'est pas normal. Qu'est-ce qui est légitime pour avoir... Là, alors, c'est rigolo, le terme livret C, j'imagine que ça fait référence au livret A. Oui, livret, oui. Livret crypto. Voilà. Marketing aussi, en fait. Voilà, peut-être aussi. Mais du coup, on est à du 0,5% en défi. On fait du 20% par an. Mais sur des trucs très, très sécures. On peut faire du 3% par jour. Mais là, par contre, c'est un peu le Far West.
Et je pense que les gens là, ils ont pas. Alors ça revient sur la notion de connaissance, ils sont pas informés et je pense qu'ils ont peur. Se dire mais c'est pas normal. Autant il y a quelque chose qui est pas normal derrière. Alors je prends l'exemple de mon père qui a 60 ans. Quand je lui dis que je fais 20% par an, il dit non mais c'est pas possible, tu vas perdre tout ton argent. Ben non, je pense pas. Je suis en stablecoin à 20%, j'ai pas de problème. Merci beaucoup. Ouais. Je vous laisse prendre le micro ou votre voix porte, je sais pas. Alors, j'avais une question sur la DeFi et sur les PSAN. Et c'était parce qu'il y a quelque chose que j'essaie de comprendre, c'est notamment en France, comment les institutions financières en fait, se positionnent, parce qu'elles sont tout à fait capables, elles aussi, d'offrir le même type de service que celui que vous offrez, avec leur force de frappe qui est beaucoup plus importante et leur base client qui est beaucoup plus importante, pour justement proposer des rendements qui soient plus importants à leurs clients que ceux qu'ils peuvent offrir aujourd'hui sur les marchés, on va dire, normaux. Et je voudrais savoir un petit peu quel était l'état de l'art en fait, de ce côté-là, si vous aviez des éléments. Parce que j'ai un peu de mal à cerner le positionnement des banques sur ces nouvelles offres, ces nouveaux services éventuels. Ouais. Ah bah, super. Ça marche. Pour répondre pour essayer de répondre à votre question, je sais pas parce que déjà je travaille pas dans une banque donc je sais pas jusqu'au bout, mais je dirais que leur base cliente justement c'est un peu le problème, le fait de manipuler l'épargne d'autant de gens et de devoir en fait quasiment recommencer une relation à zéro avec eux. Pour moi c'est un frein à leur adoption. Mais après il y a des sociétés qui sont capables aujourd'hui de proposer, des sociétés crypto du coup pas des grandes banques qui sont capables de proposer notre genre de service et je pense à CoinHouse, mais c'est des services qui sont peut-être un peu plus compliqués, un peu plus complets, moins destinés aux néophytes. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie part de sensibilisation, d'information, et ça c'est quand même encore un peu flou, même je pense au niveau des banques et au niveau des acteurs, même crypto. Enfin, je pense qu'il y a trop d'informations sur trop de choses. Enfin, je sais pas si tu veux compléter. Non, enfin, t'as bien résumé la situation. Et pour parler de CoinHouse, par exemple, donc aujourd'hui les principales entités qui proposent donc ce service, elles le proposent déjà majoritairement sur des stablecoins adossés au dollar. Donc en fait, elles ne se destinent pas à des néophytes, mais à des personnes qui ont déjà un compte en crypto et qui peuvent donc envoyer leur stablecoin et bénéficier de ces rendements. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure, enfin à ma connaissance, qui propose directement ce type de prestations depuis l'euro. Et je n'ai pas plus d'éléments de réponse sur pourquoi ça ne se fait pas encore actuellement, mais je pense que tu y as répondu en partie. Si quelqu'un dans la salle a des éléments de réponse aussi, ça peut être bienvenu. Je voulais qu'on parle des NFT, mais juste avant, parce qu'on a dit que c'était quand même pas que les cryptos, la blockchain, enfin on est d'accord, la DeFi. C'est quoi les autres produits financiers concrètement auxquels on peut avoir accès par cette technologie-là? Alors effectivement, on a déjà beaucoup parlé des prêts. Donc c'est ce qui concentre une grande partie de la liquidité, bien sûr, sur ces protocoles-là. On a aussi de l'assurance et puis d'une manière générale l'épargne. Donc monsieur parlait de rendement à 20% annuel à travers la DeFi. Bon, c'est peut-être un peu costaud, mais pourquoi pas. En fait, il faut savoir que ces rendements ils sont rendus possibles par le fait que les intermédiaires sont tout simplement supprimés. Donc en fait, pour l'expliquer à une personne qui ne le comprendrait pas forcément au premier abord, c'est ça en fait qui crée la valeur de la finance décentralisée, c'est que la suppression des intermédiaires forcément crée plus de rendement. Et donc c'est ce qui permet, par exemple, quand vous envoyez une transaction via la blockchain, je prends l'exemple d'une transaction de 1 000 € que vous faites un virement international, vous passez par une banque, ça vous coûte en moyenne entre 40 et 10 € pour faire un virement international. Vous passez par une blockchain comme Solana ou Polygon, ça vous prend 3 secondes et ça vous coûte 2 centimes, quoi. Donc c'est aussi ça que l'écosystème blockchain permet. Pour faire un lien avec ce que vous disiez, le rapport entre des startups comme vous sur ce secteur-là ou des acteurs juridiques sur ces sujets-là, les grands groupes bancaires et des grandes instances de recherche comme le CNRS, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que vous êtes en lien? Est-ce que vous communiquez? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent même sur la place déjà lyonnaise ou nationale? Sonia? Donc, en fait, les équipes de recherche, en fait, que ce soit au CNRS en France ou à l'étranger, en fait, collaborent avec des entreprises.
Donc nous, c'est le cas avec iExec Blockchain Tech, sur les aspects, mais vraiment sur les aspects informatiques, les aspects j'ai envie de dire, algorithmiques de la blockchain, comment faire en sorte qu'on exécute plus de transactions à la seconde, comment sécuriser, on va dire, ces infrastructures qui, en fait, malgré tout, c'est une des raisons pour lesquelles je parlais de confiance tout à l'heure, qui ne sont pas complètement, on va dire, c'est pas parce que on a été validé et qu'il y a en effet le régulateur qui est là pour vérifier que tout est fait, on va dire, de manière propre, qu'on est à l'abri, par exemple, de cyberattaques ou de choses comme ça. Aujourd'hui, la cybercriminalité sur Internet, voilà, la blockchain, c'est quand même un monde complètement décentralisé. Et ce qu'on dit, nous, en fait, dans les systèmes distribués, c'est que la décentralisation augmente aussi la surface d'attaque. C'est-à-dire qu'on a potentiellement plus d'acteurs qui... Contrairement à un système complètement centralisé où, en effet, il faut faire confiance à la banque, etc. Mais, on va dire, sécuriser un système central, c'est plus simple que sécuriser un système totalement ouvert où tout le monde peut participer, etc. Voilà, donc ça, c'est juste une petite parenthèse. Et donc, il y a des collaborations, en effet, entre des équipes de recherche et des industriels. Typiquement, IBM Zurich, qui travaille sur Hyperledger Fabric, qui est une des plus grosses blockchains pour tout ce qui est système permissionné. Donc voilà, l'équipe qui développe Fabric est constituée de chercheurs et collabore aussi avec des laboratoires, etc. Okay. Et au Sénat, c'est pareil. Donc c'est des liens labo-recherche et industrie-entreprise. Mais Voilà, des liens labo-recherche et établissement bancaire ou étatique, il y en a également ? Oui, il y en a, mais c'est pareil, on travaille tous main dans la main. Comme je vous disais, l'écosystème aujourd'hui, il n'est pas assez non plus développé pour qu'on soit concurrent ou adversaire, que ce soit sur tous les secteurs. D'ailleurs, plus il y aura, en fait, la concurrence est saine dans ce secteur-là, plus il y aura des gens, plus il y aura du monde, que ce soit des centres de recherche, des cabinets d'avocats, des experts comptables, etc., des startups, des banques, etc., qui travailleront sur le sujet, plus on va avoir un écosystème fiable, performant et concurrentiel aussi par rapport à d'autres places. Et pour compléter ce que tu dis, moi, par exemple, cette semaine, j'étais à l'INSA, j'ai donné un cours à des ingénieurs sur justement les brides de régulation. Donc, on a un premier volet qui s'appelle le RGPD, parce que ça, on n'y échappe pas. Et puis, on a aussi une deuxième brique qui est justement la régulation en matière de cryptoactifs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous acteurs du système. C'est pareil, le hub travaille, vous faites des conférences, vous faites intervenir des startups, des chercheurs. À notre workshop. Oui, c'est vrai. Mais l'écosystème est tout petit, encore une fois. Mais voilà, et moi, je sais que pour travailler je travaille dans un big, c'est pareil, que ce soit les auditeurs, les consultants, etc. C'est pareil, la concurrence est saine. Tous les bigs ont maintenant des blockchains. Il y a KPMG, il y a Blockchain Partners qui les a reçus, etc. Donc la concurrence est très saine, on se connaît tous et on travaille tous main dans la main. Quand on peut parler de fiscalité, on peut parler de régulation, on peut parler de données, on peut parler de cyberattaques. Voilà, tous ceux qui, j'ai envie de dire, ont envie de prendre part à cet écosystème sont les bienvenus, parce qu'on a besoin, je crois qu'on a besoin de tout le monde en fait pour démocratiser cette techno, quoi. Et pour finir, donc en parlant des acteurs bancaires, pour vous, c'est quoi leur grand défi dans les mois, années à venir ? Apparemment, ils n'ont pas les réponses. Si vous pouvez les aider. Vous voulez pas répondre ? Ils acceptent déjà peut-être de recueillir les fonds des PSAN, ce serait déjà pas mal. Ça serait déjà le premier pas vers que les acteurs régulés puissent aller déposer tranquillement, sereinement leur argent auprès d'institutions bancaires qui ont l'obligation, encore une fois, normalement de passer, de les accepter. Enfin, je pense que ça serait déjà, à minima, ça serait peut-être déjà ça, quoi. C'est clair, ouais. Ça fait, rien que pour vous donner un exemple, nous, on a fait 33 banques avant d'en trouver une qui nous accepte. Voilà. Donc c'est vrai que... Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est que en France, la force et en même temps ce qui fait que la France avance doucement, c'est sa collaboration par rapport aux autres pays. Donc on voit en Europe notamment, ou à Malte, à Malte ou en Estonie de manière générale en Europe, il y a des projets qui sortent dans tous les sens très rapidement, et il y a parfois de très bons projets, parfois de très mauvais projets. Mais c'est pas vraiment un écosystème. En France, on essaie vraiment de construire quelque chose de complet, et je pense vraiment que les banques doivent faire partie de cette avancée, voilà. Et
Et on ne peut pas avoir que le juridique, que les startups, que la recherche, l'académique, etc., qui avancent sans avoir les banques, parce que c'est le point d'entrée en fait de tout fonds aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait une telle confrontation par le fait qu'il y ait un peu d'ignorance dans le monde de la crypto et ses acteurs. Juste, par exemple, quand on parlait de Ledger ou de Sorare qui a réussi à lever des millions, là, ça pose pas de problème. Il y a aucun verrou à l'investissement sur ces sociétés. Mais par contre, effectivement, des PSAN n'ont pas la possibilité d'aller ouvrir un compte bancaire. Donc, on est vraiment sur une différence complète. Enfin, Ledger, c'est quand même c'est la licorne. Sorare est arrivé. On en a a priori d'autres qui vont arriver. Peut-être pas. Blockchain, mais peu importe. La BPI soutient, on l'a vu ce matin, grandement la techno blockchain. Il l'a annoncé très clairement. On en est tous fiers. Mais quand on est PSAN à Lyon, on ne peut pas aller ouvrir un compte bancaire, ou quand on est un particulier, on ne peut pas réceptionner sereinement ces cryptos. Donc ceux qui sont malins y arrivent, encore une fois, on est malins, vont sur des plateformes parfois non régulées. Binance, c'est un exemple clair, on ne sait même pas où est leur siège social, donc soi-disant. Mais bon, bref, peu importe, ils sont pas PSAN, ils sont pas, mais peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a accès les gens qui ont ces cryptos n'ont aussi pas la possibilité d'utiliser des moyens fiables. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on est obligé de passer sur des plateformes non régulées pour aller faire sa conversion et que notre banquier n'est même pas à même de comprendre que finalement, tout s'est fait sereinement, on n'y arrivera pas en fait. Mais encore une fois, les fonds se lèvent et on met des millions et des millions sur des boîtes qui font de la techno blockchain. Donc voilà. Oui, réagissez. Alors c'est moins une question qu'une réaction, parce qu'en tant que représentant du régulateur, on connaît bien ces problématiques. Juste pour vous présenter, vous êtes Timothée Dufour du pôle FinTech Innovation de la CPR. Je vais peut-être me lever pour les gens qui sont derrière. Et c'est effectivement quelque chose avec lequel on a beaucoup de difficultés. On a monté un groupe de travail, vous le savez peut-être, je pense notamment à vous, Céline, avec les banques, avec l'ADAN, donc l'Association de défense des actifs numériques, justement pour leur rappeler qu'ils avaient une obligation, enfin en tout cas ils devaient offrir des services bancaires aux prestataires de services sur actifs numériques, et on se rend bien compte de la courbe d'apprentissage, de la courbe de confiance que tout le secteur doit parcourir ensemble, parce que nous c'est aussi pour ça que la France a été assez pionnière dans la définition d'un régime juridique sur les cryptoactifs, c'était justement pour injecter cette confiance. Et donc c'est compliqué, parce que même une fois qu'on a introduit ces mécanismes qui normalement doivent amener de la confiance, parce que les PSAN passent... On instruit les dossiers, donc on sait bien à quel point c'est des obligations qui sont sérieuses, et ça ne suffit pas encore. Donc c'est des chantiers qui sont en permanence recommencés, mais on reste toujours attentif, et on espère que ça va aller de mieux en mieux, parce que sinon le risque de toute façon c'est que ce soit des acteurs étrangers qui prennent le marché. Donc il y a aussi des enjeux de compétitivité derrière. Merci beaucoup d'être intervenu. On finit un petit mot sur les NFT avant de conclure, et puis après on ira tous boire un café chez Tonton. Qui paye? Je crois que c'est Mathieu. Ouais, sur les NFT, parce que je sais que c'est un sujet aussi d'actualité, et ça peut faire l'objet... alors, on n'est pas sur de la DeFi pure, mais en tout cas, c'est un objet qui est intéressant. C'est une ouverture pour une conférence chez nous la prochaine. Les NFT, c'est la différence entre... Pour moi, la différence, elle va vous parler, c'est... On a la monnaie qui est 100% fongible, hein, d'accord? Un bitcoin égale un autre bitcoin, un euro égale un autre euro. Ça, c'est ce qu'on appelle la fongibilité. C'est défini, c'est assez clair. Par contre, la NFT, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas fongible du tout. On considère que c'est une œuvre unique. On a eu l'exemple de Sorare qui a levé effectivement des millions. Sorare, c'est un peu le renouveau des cartes Panini. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Et ça fait l'objet, pareil, d'une inflation, si je peux me permettre ce terme. En effet, vous avez eu Beeple, l'œuvre qui s'est vendue plus de 60 millions, etc. Donc, c'est un autre enjeu. Et c'est aussi, j'ai envie de vous dire, un autre moyen pour les gens qui possèdent des cryptos, et bien d'investir, parce que sur ces sujets-là, on peut investir aussi en crypto. Et donc, on le voit. Et c'est pareil, il y a des acteurs locaux. On n'est pas obligé d'aller très, très loin. Il y a des très beaux acteurs locaux qui se lancent dans les NFT. Alors, ça peut être un NFT au sens traçabilité, c'est-à-dire que vous achetez quelque chose de physique et vous avez également une donnée qui est cryptée version blockchain. L'exemple, les grands groupes, si vous prenez le groupe LVMH, etc., est en train de développer pour éviter la contrefaçon justement des petits NFT. C'est-à-dire que quand on achètera un sac, etc., on pourra une montre, on aura en fait dans son wallet, puisque ça rentre dans un wallet, on aura dans son wallet le petit NFT qui nous dira que c'est comme les cartes d'authenticité, vous voyez, ça sera la même chose. Version blockchain, ça c'est de la traçabilité, mais pour ça il faut aussi un wallet.
parce que le NFT ne rentre que dans un wallet, c'est un token, donc il nous faut un wallet. Et puis après, vous avez aussi, on peut rentrer dans le marché de l'art, et donc c'est pareil, avec une évolution tarifaire, etc. Donc vous voyez, la blockchain, c'est infini, la techno, elle est infinie, et plus on va avoir de gens qui s'y intéressent, plus on va pouvoir dépenser ces cryptos, et donc se lancer dans l'aventure, en fait. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de la tokenisation de l'économie de manière générale, mais c'est exactement ce que Céline est en train d'expliquer, c'est qu'avec les NFT, donc les tokens non fongibles, on peut aller jusqu'à acheter 1 mètre carré d'appartement à Paris ou je ne sais où. Et enfin, ça c'est un peu le futur, c'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui, mais c'est un peu l'idée, c'est que ces NFT maintenant peuvent se raccrocher à des choses qui sont très réelles, et en fait, on peut venir tokeniser un peu plus l'économie grâce à ça. C'est de la tokenisation des actifs, en fait. Pardon. Non, mais c'est au sens large, c'est-à-dire on a la représentation digitale d'une réalité physique, un immeuble, un bien, un tableau. Voilà, c'est ça. Certains d'entre vous dans la salle ont déjà acheté des NFT ? Bah voilà. Ce qu'ils dépensent, c'est crypto. Est-ce qu'il y a... On va s'arrêter là. Roland, je crois qu'on est bon en timing. Ça t'a plu? C'était bien? Bon, bah, très bien. Merci à tous les 4. Merci beaucoup les garçons d'avoir le prix au pied levé.